90 milliards d'euros pour l'Ukraine, mais pas un centime venant des actifs russes gelés. Tout le monde s'attendait à ce que l'Europe fasse enfin payer Moscou directement. Et au dernier moment, Bruxelles a reculé. Pourquoi ce choix surprise? Et surtout, est-ce une prudence intelligente ou un signe de faiblesse qui pourrait tout changer dans la guerre? Pour cette vidéo, je me base sur des analyses publiées par plusieurs médias et chercheurs dont les liens sont en description. Je vous invite à les consulter pour vérifier et approfondir. Allons-y directement. Le sommet européen des 18 et 19 décembre 2025 à Bruxelles a été tendu, avec des négociations qui se sont prolongées jusqu'au petit matin. À la clé, un accord sur un prêt massif de 90 milliards d'euros à l'Ukraine, destiné à couvrir une grande partie de ses besoins budgétaires et militaires pour 2026 et 2027. C'est un prêt à taux zéro, garanti par le budget de l'Union européenne et dont le remboursement est conditionné à d'éventuelles réparations de guerre payées par la Russie un jour. En attendant, les quelques 210 milliards d'euros d'actifs russes gelés en Europe, principalement chez Euroclear en Belgique, restent intacts et ne financent pas directement ce prêt. Pourquoi cette décision a-t-elle surpris autant d'observateurs ? Parce que depuis des mois, le plan privilégié était tout autre, utiliser précisément ces actifs gelés comme garantie pour emprunter sur les marchés, puis prêter cet argent à Kiev. Ce mécanisme, souvent appelé prêt de réparation, aurait eu un avantage symbolique et politique énorme, faire payer indirectement Moscou pour soutenir l'Ukraine. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et plusieurs dirigeants, dont le chancelier allemand Friedrich Merz, poussaient fortement dans ce sens. Mais le blocage est venu d'un pays en particulier, la Belgique. Euroclear, la plateforme qui détient la grande majorité de ses actifs russes, plus de 190 milliards d'euros, est basée à Bruxelles. Le Premier ministre belge Bart De Wever a exprimé des craintes très concrètes. Représailles juridiques russes, attaques cyber ou même pertes financières pour Euroclear si Moscou décidait de contre-attaquer. Malgré des propositions de garantie et d'indemnisation, l'unanimité requise n'a pas été atteinte. Résultat, on passe au plan B. Ce plan B consiste à ce que l'Union européenne emprunte directement sur les marchés financiers, comme elle l'a déjà fait avec succès pour le plan de relance post-Covid ou pour des initiatives de défense. Les 90 milliards couvrent environ les 2/3 des besoins estimés de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Les FMI évaluent ces besoins à environ 137 milliards d'euros au total. Le reste devra venir d'autres partenaires, comme le Canada, la Norvège ou les pays du G7. Pour préserver l'accord, 3 pays traditionnellement plus réservés, la Hongrie de Viktor Orban, la Slovaquie et la Tchéquie, ont été exemptés de contribuer aux garanties financières sans pour autant bloquer le paquet global. Du côté ukrainien, Volodymyr Zelensky a immédiatement salué cette décision comme un soutien important qui renforce vraiment notre résilience. Il a toutefois insisté sur le fait que garder les actifs russes gelés reste un levier stratégique crucial pour l'avenir. À Moscou, la réaction a été prévisible, satisfaction affichée. Un porte-parole du Kremlin a qualifié cela de victoire du bon sens et du respect du droit international, voyant dans ce recul européen une confirmation que confisquer des biens souverains reste trop risqué. Alors, qu'est-ce que cela change réellement sur le terrain ? Pour l'Ukraine, c'est une bouffée d'oxygène absolument vitale. Sans cet argent, Kiev risquait de se retrouver à court de liquidités dès le printemps 2026, surtout avec la réduction progressive de l'aide américaine sous la présidence Trump. Ces 90 milliards permettent de payer les salaires des fonctionnaires, les retraites, le fonctionnement minimal de l'État et une partie non négligeable des dépenses militaires. C'est de l'argent qui arrive à un moment critique, alors que la guerre entre dans sa 4e année et que les besoins de reconstruction s'accumulent. Pour l'Union européenne, ce choix a plusieurs implications. D'abord, il préserve l'unité, toujours fragile, des 27. En évitant un veto qui aurait tout fait capoter, on maintient la cohésion. Ensuite, l'Union garde intact son atout le plus puissant, ses 210 milliards gelés qui pourront servir plus tard comme garantie pour rembourser la dette ou comme argument dans d'éventuelles négociations de paix. Enfin, cela renforce une pratique qui devient presque une habitude, emprunter ensemble sur les marchés. C'est le même mécanisme qui a permis le plan de relance de 750 milliards après la pandémie. À terme, cela pourrait faciliter le financement d'une défense européenne plus intégrée. Mais pourquoi ne pas avoir franchi le Rubicon des actifs russes dès maintenant ? Au-delà des inquiétudes belges, il y avait des risques juridiques majeurs. Confisquer ou utiliser directement des biens d'État souverains pourrait créer un précédent dangereux pour l'euro lui-même ou pour les marchés financiers mondiaux.
La Russie a déjà saisi des tribunaux internationaux et plusieurs capitales européennes préfèrent attendre la fin officielle du conflit pour éviter des contre-attaques légales massives. En résumé, on maximise la pression sur Moscou sans franchir une ligne rouge qui pourrait se retourner contre l'Europe. Et la suite ? Les travaux ne s'arrêtent pas. La Commission européenne a reçu un mandat clair pour continuer à préparer le plan basé sur les actifs gelés. Il pourrait être prêt dans quelques mois. Parallèlement, l'Union accélère sur d'autres fronts, augmentation de la production d'armes et de munitions, investissement dans une défense commune et préparation d'un futur plan Marshall pour reconstruire l'Ukraine. Ce prêt de 90 milliards n'est donc pas un point final, mais un signal fort. L'Europe est prête à assumer une part croissante du soutien à Kiev, surtout si les États-Unis réduisent leur engagement. En conclusion, 90 milliards d'euros, c'est colossal, c'est concret et ça tombe au meilleur moment pour l'Ukraine. Même sans toucher directement à l'argent russe, cette décision maintient une pression maximale sur Moscou, préserve l'unité européenne et donne à Kiev les moyens de tenir encore longtemps. La guerre entre dans une phase où l'Union européenne monte clairement en première ligne, avec une autonomie financière et stratégique qui se renforce mois après mois. Si cette analyse vous a plu, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains décryptages géopolitiques et dites-moi en commentaire, vous pensez que l'Europe a bien fait d'être prudente ou qu'elle aurait dû aller plus loin en utilisant les actifs russes dès maintenant ? Je lis tous les commentaires, alors partagez votre avis. À très bientôt pour la prochaine vidéo.